Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast Les choses sur le seuil. Et comme à l'accoutumée, je suis cette semaine avec Fabou. Salut Fabou, tu vas bien? Ça va bien, merci. Et toi? Ouais, super. Et cette semaine, on va faire un petit podcast un petit peu différent, puisqu'on va pas vraiment parler d'une thématique. C'est un peu un exercice appliqué. Nous avons appelé ça le cinquième élément. Alors, de quoi s'agit-il? Nous avons choisi avec Fabou 4 éléments, c'est-à-dire 2 chacun, et l'idée était de rebondir sur ces 4 éléments pour essayer de proposer les grandes lignes d'un scénario pour l'appel de Cthulhu à partir de ces éléments, bien sûr en se les appropriant et en les mettant un petit peu chacun à notre sauce. Alors, peux-tu rappeler les 4 éléments, Fabou, si tu les as encore en tête? Alors, dans le désordre, je crois qu'il y avait un monastère abandonné, une machine à imprimer des billets, un casino et des cauchemars récurrents. Ok, Et le cinquième élément, chacun a le sien en fait. chacun a choisi un cinquième élément. Bon, le cinquième élément, c'était plus pour ouvrir et pour permettre peut-être Pour faire style. de faire style. Alors, le tirage au sort m'a désigné comme le premier intervenant sur cette présentation. Alors, je vais vous exposer un petit peu mes éléments et puis comme ça, Fabou, tu vas pouvoir rebondir dessus, me questionner, etc. Sachant encore une fois qu'il ne s'agit pas de donner un scénario clé en main, mais juste d'illustrer comment, à partir de quelques éléments donnés, en fait des contraintes de base, on peut être créatif et rebondir dessus pour essayer d'en faire quelque chose qui tienne la route scénaristiquement. Et surtout, ouais, je pensais aussi, ce qui est intéressant, c'est peut-être de savoir comment toi pas simplement de nous donner le résultat, mais de savoir comment tu t'y es pris. Est-ce que tu as, je sais pas, est-ce que tu as écouté de la musique? Est-ce que tu as été sur Internet? Est-ce que tu as ouvert des vieux bouquins de jeux de rôle? Enfin, tu vois, comment tu t'y es pris concrètement pour arriver à trouver tes idées? D'accord. Alors bah comment je m'y suis pris? Moi je me mets souvent quand je veux réfléchir un petit peu à ce genre de choses, une petite musique de fond, généralement un peu d'ambiante. Moi, Hmm. je suis fan de David Sylvian qui a fait pas mal d'albums d'ambiance. Donc j'avais ça en fond qui tournait. Et puis bah je suis parti des 4 bullet points avec chacun des éléments. Et j'ai commencé par me laisser un peu. J'ai pas focalisé tout de suite sur un élément en fait. Et je me suis un peu laissé aller à réfléchir à tout ça. Et la première chose qui m'est venue en fait, c'est une situation. Alors attends, avant, est-ce que tes deux éléments à toi, c'est-à-dire le monastère abandonné et la machine à imprimer les billets, est-ce que tu avais déjà une idée de quelque chose en proposant ces deux éléments? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Que la machine à billets, c'est, comme je te le disais l'autre fois, c'est la deuxième fois que tu nous C'est la vrai, tu sors. m'as fait remarquer ça. Alors peut-être que c'est très ancré au fond de moi, mais Ouais. non, non, j'avais pas réfléchi à l'avance en disant tiens, je pense à ça, donc j'aurais besoin de tel élément et tel élément. Non, j'ai D'accord. vraiment donné deux éléments. Je sais pas toi, dans tes choix, tu avais déjà pensé. Bah, moi, je t'avouerais que le casino et la machine à faux billets fonctionnent un peu ensemble, hein. J'ai commencé à réfléchir à partir de tes deux éléments. J'ai eu des petits flashs, des petites idées comme ça, mais pas finies, tu vois, des brides. Et je me suis dit, tiens, le casino, ça m'arrangeait en fait. C'est pour ça que Ouais, c'est ça. je En l'ai fait, pas moi proposé j'avais au hasard. proposé la machine à billets et c'est toi qui as rajouté le casino. C'est ça, hein. Ouais, ouais. Ok, moi tu vois, j'étais pas du tout parti. Je pensais même pas au casino quand je pensais à la machine à billets. Donc Bah, voilà, c'est bien parce que comme ça, on va voir comment toi tu t'es contorsionné pour utiliser mon casino avec ta machine à billets. c'est ça. Alors en fait, moi je suis parti plus d'une situation. J'ai donc choisi une situation de départ pour. Je me suis dit que ce serait plus facile si je pars d'une situation où là on avait complètement carte blanche pour y intégrer les éléments plutôt que d'essayer d'utiliser les éléments pour créer une situation. Je sais pas si c'est très clair ce que je. Ça me semblait plus facile dans ce Mhm. sens-là en fait. Ok.
Donc la situation que j'ai choisi de poser dès le départ, c'est de dire qu'on est en mars 1930 dans une petite localité du nord de Boston et que nous sommes très peu de temps, enfin quelques temps après le krach boursier qui a provoqué en fait l'effondrement de l'économie et plus particulièrement de cette petite bourgade qui était notamment prospérait grâce à ses nombreuses aciéries. Et il faut dire que d'inflation, et enfin tout le dérèglement économique, le chômage, les gens licenciés, l'appauvrissement général, j'ai choisi de le faire culminer jusqu'à ce que ça provoque des émeutes et même des pillages dans les principaux centres commerciaux de la ville. Donc la situation, c'est un peu quand même une ville complètement à la dérive Hmm. qui est complètement retourné par le crack. Le Ça, crack. c'est une ville authentique que tu prends ou imaginaire? Alors j'ai pas poussé le truc jusqu'à la situer, mais je pourrais prendre, oui, une petite ville. Voilà, j'ai situé ça au nord de Boston, donc il faudra regarder sur une carte ce qu'on pourrait trouver comme petite ville. Voilà. Par contre, je ne sais pas s'il y a une ville avec des aciéries au nord de Boston qui a été touchée. Là, c'est complètement uchronique, hein, rien à voir avec le cours de Hmm. l'histoire réelle, quoi, en fait. Et du coup, de cette situation, ça m'a fait rebondir sur des conséquences. Alors je m'en suis servi parce que récemment dans des scénarios que j'ai fait jouer, même si c'était pas nécessairement des scénarios de l'appel, je me suis rendu compte que c'était pas mal de colorer en fait les personnages au-delà de la simple création de personnages, mais de leur donner comment on pourrait appeler ça, de leur donner un petit peu des conditions de départ qui modifient un peu la donne. Alors les conséquences que j'ai choisi de faire affronter aux joueurs, c'est que premièrement, tous les personnages ont perdu leur occupation, donc ne vivent plus de leur propre métier. Et pour survivre, ils ont en fait choisi de se faire engager par Andrew Grid, un petit baron local de la pègre qui dirige un petit gang de malfaiteurs. Donc là, l'idée, c'était de les faire jouer un peu une espèce de conflit interne, à savoir, au départ, c'est des gens, monsieur, madame, tout le monde, intégrés dans la société. Et puis, suite au krach boursier, il y a déjà un premier tiraillement intérieur chez eux, puisqu'ils font le choix, pour survivre, de basculer du côté de la pègre. Hmm. Un peu malgré eux, quoi. Voilà, c'est ça. Vraiment juste pour arriver à remplir le frigidaire et à disposer de quelques dollars pour continuer à vivre. Ensuite, deuxième conséquence, la plupart des commerces de la localité ont été pillés et certains biens de consommation courante ont complètement disparu des rayons. Donc là, c'est pareil, en termes d'attrition, je trouvais ça intéressant de limiter un peu les ressources dont les joueurs allaient pouvoir disposer. Voilà, ça met un peu de tension dès le départ. Ouais, les gens se ruent dans les magasins, il y a des queues, des bagarres. C'est ça. Et il y a même des biens donc qui sont momentanément indisponibles. Et ensuite, troisième conséquence qui découle un peu des deux premières, les autorités de la ville sont en alerte permanente pour intervenir en fait sur les lieux de conflit et tenter d'enrayer un petit peu les vagues de vols et de pillages et les émeutes qui ont lieu dans la petite bourgade. Donc ça, c'est plus un élément d'action, mais ça va jouer aussi d'avoir ce décor un peu chaotique. En fait, c'est déjà un premier moyen pour plonger les personnages dans le décor. Donc à partir de cette situation et de ses conséquences, j'ai défini très rapidement, hein, puisque là il s'agissait de faire quelque chose d'assez concis, une ambiance générale. Donc pour moi, ce qui se dégagerait si la situation se posait, ce serait un certain misérabilisme et aussi beaucoup d'insécurité. Et Hmm. pour renforcer ces deux éléments, j'ai choisi, alors ça c'est pas très original, mais je pense que ça devrait fonctionner, que en fait, durant, c'est un peu à la Seven, durant tout le scénario, il y a des pluies torrentielles qui vont s'abattre
sans discontinuer sur la ville. Et ça fait quelques jours que ça a déjà commencé quand le scénario va démarrer, et ça va durer. Voilà, toutes les scènes d'extérieur ont lieu sous des rafales, des trompes de pluie. Mhm. Voilà. Alors ensuite, je peux te parler un peu du pitch. Alors globalement, le pitch, bon, il a rien de fabuleux, hein. J'ai essayé de faire quelque chose, pas forcément très original, mais qui reprenait les éléments et qui me semblait fonctionner. Donc le fameux Andrew Grid, surnommé Dédé le futé, est bien décidé à se remplir les poches en écoulant de la fausse monnaie, surtout avec ce récent crack boursier. Il pense que ça va être vraiment quelque chose d'assez intéressant financièrement. Et en fait, depuis son nouveau repère, qui est un futur casino en construction, donc là j'ai intégré le premier élément, hein, le casino, il a installé en fait une machine à fabriquer des billets qu'il a récemment acheté auprès d'un gang de la pègre de Chicago. Et lorsque l'aventure commence, il va en fait demander aux investigateurs d'aller récupérer certaines encres anciennes qui sont nécessaires à la fabrication. Et ces encres anciennes, Dédé le futé, il sait qu'il y en a plein dans un vieux monastère qui autrefois a appartenu il y a très très longtemps à des moines copistes, et petit à Ah, petit, à mesure que l'histoire avançait, c'est devenu après un monastère, mais avec des moines qui faisaient des travaux d'imprimerie pour d'autres personnes, etc. Ils ont continué, si tu veux, à développer cette industrie dans la localité, et donc ils ont un stock d'encre, y compris des encres assez rares qui vont servir à la fabrication des faux billets. Voilà. Ensuite, alors qu'est-ce que j'ai développé? Alors j'ai développé après un peu enfin, peut-être déjà tu as des questions ou c'est oui, juste l'encre n'a aucune propriété magique ou quoi que ce soit. C'est juste. Alors ça, j'ai pas été hein, donc vraiment jusqu'à l'aboutissement, mais a priori non, l'encre, elle est juste rare. Et en fait, bon, parce que ça servait le scénario, je me suis dit aussi, bon, on peut pas, enfin, pour moi, on peut pas faire de billets de banque avec des encres quelconques. Voilà, Ou elles alors, sont juste, si tu achètes cette encre spécifique, tu es tout de suite grillé. voilà, par Hmm. exemple. Et puis en plus, il y a des histoires de pénurie, donc voilà, donc ouais, c'était plus pour utiliser le monastère d'une façon un peu, voilà, je trouvais qu'avec le côté des anciens moines copistes qui avaient traversé l'histoire et qui faisaient maintenant de l'imprimerie, ça me semblait être plutôt sympa. Mhm. Alors ensuite, si je détaille, le casino, donc moi j'en ai fait un lieu en construction. Donc en fait, l'idée, hein, bien sûr, de Dédé le Futé, c'est de se servir, dès que le casino sera prêt et qu'il aura commencé à écouler des billets, de se servir du casino pour faire du blanchiment, hein, parce qu'il n'y a pas mieux qu'un casino. Donc en fait, il est en construction actuellement. Et pour le moment, en fait, il sert de quartier général à Dédé le Futé. Il s'agit d'un ancien orphelinat réformé que le mafieux en fait a racheté pour une bouchée de pain un peu après la crise, et voilà, donc il prévoit de l'utiliser pour ventiler la fausse monnaie qu'il va imprimer. Malheureusement pour lui, donc là qu'un petit élément pour le maître de jeu, il ignore que les fondations du monument sont basées sur l'ancien ossuaire de l'orphelinat où ont été enterrés de nombreux enfants maltraités, et que du coup, une divinité malfaisante a transformé les enfants morts-vivants afin de leur permettre de prendre leur revanche pour punir les habitants de la ville qui n'ont rien fait lorsque ces gamins ont été maltraités dans l'orphelinat. D'accord. Et là, ça me permet de poser un premier gros ennemi, en fait, une grosse adversité, voilà. Et ils sont actuellement, en fait, les enfants morts-vivants sont plus ou moins sous la coupe d'une maigre bête de la nuit qui a investi les lieux. D'accord.
Voilà. Dédé le Futé et ses hommes, quant à eux, ils ont aménagé une partie des bâtiments, moitié bureau, moitié petite salle où on dort, petit dortoir, etc. Alors ensuite, j'ai un peu développé pour qui un peu donner des pistes d'enquête sur le drame de l'orphelinat. Donc en fait, ce que les PJ pourront trouver, c'est des coupures de presse Alors pour attends, apprendre. parce que là, donc les PJ vont, quand ils commencent, ils sont donc envoyés par Dédé pour aller récupérer cette encre dans le monastère. C'est ça. Qu'est-ce qui va les amener à vouloir enquêter sur l'orphelinat? Alors, ce qui va les amener, alors oui, je peux peut-être parler de ça. Donc, il y a une première scène en fait d'intro où ils sont recrutés pour aller récupérer les stocks d'encre et l'entretien en fait il a lieu sur le chantier du casino. Donc il y a Dédé qui leur présente son futur palace, il a une maquette, il a fait faire une maquette, donc il est tout content de leur présenter ce que va devenir le futur établissement. Et en fait, pendant l'entretien, il y a une espèce de souffle un peu étrange qui va sembler provenir des fondations du bâtiment. Et pendant leur entretien, bon, Dédé, à un moment, il va envoyer quelques hommes à lui descendre un peu dans les fondations qui sont donc en plein travaux. Hein. Il y a des échafaudages, etc. C'est assez profond sous le sol. Et bon, c'est première chose, mais là, les personnages n'en entendent pas plus parler que ça. Et en fait, l'idée c'était que petit à petit, quand ils reviennent voir Dédé, des choses comme ça, la situation évolue. Il y a des hommes du gang qui disparaissent, etc. Et ça amènera les PJ forcément à fouiner eux-mêmes dans les fondations. Et s'ils fouinent, pardon, ils vont pouvoir trouver du matériel un peu d'époque, quelques salles peut-être préservées, des anciens dortoirs avec des restes de lits, etc. Mhm. Ainsi que de vieilles pancartes, pardon, qui indiquent en fait que c'est l'ancien orphelinat de la ville. Et à partir de là, donc, j'en ai déduit qu'à un moment ou à un autre, alors là, le scénario n'est pas complet, donc ça peut paraître un peu distendu comme lien, mais je pense que si le scénario était complètement rédigé, il y aurait des scènes qui amènent à ça. À un moment ou à un autre, les personnages vont s'intéresser à l'orphelinat, comprenant qu'il se passe quelque chose dans ces fondations sous le futur casino de leur boss. Parce que je pars du principe qu'au début, les personnages, même si ça leur fait pas plaisir, ils ont fait le choix pour survivre de servir d'aider le futé. Du coup, j'en reviens donc à ce qu'ils vont pouvoir trouver sur l'orphelinat. J'ai quelques petits indices, des coupures de presse donc qui vont leur apprendre la fermeture de l'orphelinat suite à la découverte de maltraitance infligée par un couple, les Stewborn, Octave Stewborn et sa femme Tricia, qui à l'époque ont été arrêtés. Et ils vont apprendre que Octave le mari est mort assassiné en prison par des codétenus qui on sait bien que les détenus en prison n'aiment pas trop les violences faites aux enfants. Donc il s'est fait piquer à mort par les détenus. Et par contre, sa femme Tricia, elle est toujours en vie, mais suite à ce qui s'est passé, les PJ vont apprendre, en faisant un peu de recherche, qu'elle est internée dans un hôpital psychiatrique de la ville. Bon an, mal an, cela devrait à un moment ou à un autre les conduire à interroger Tricia. Et en fait, celle-ci leur expliquera que son défunt mari l'a entraîné dans des espèces de tourments assez affreux suite à la découverte d'un vieil ouvrage ésotérique. Voilà, alors Tricia, je l'ai un peu défini, elle souffre en fait d'une pathologie grave qui l'incite à se scarifier. Donc ça pourra donner lieu à une scène un peu violente et déstabilisante pour les personnages. Au cours d'ailleurs, quand ils vont aller la voir, au cours d'un repas à la cantine, elle s'est crevé un œil avec une fourchette. Et lorsqu'ils vont la voir, elle est désormais isolée dans une chambre capitonnée. Quoi. Oui. Voilà. Et également, les personnages vont être amenés à avoir la possibilité de retrouver Bart Joronsky, un émigré russe qui faisait partie du personnel de l'orphelinat alors, et lui aussi doit livrer un témoignage important. Euh,
en expliquant au PJ que les deux époux étaient versés un peu dans les arts obscurs et qu'en fait les maltraitances d'enfants étaient liées à des expériences et des rituels visant à percer le mystère de la mort. Ah, c'est ce que j'allais te demander. Ils ont commencé à s'intéresser à l'occultisme pendant qu'ils maltraitaient les enfants, c'est pas après. C'est ça, c'est même, ils avaient l'orphelinat, ils étaient en charge de l'orphelinat, et quand ils se sont intéressés, le mari est tombé sur un ouvrage ancien qui parlait un peu de quelques rituels et expériences à faire pour essayer de dépasser la mort, et du coup il s'est dit bah tiens on a des gamins là, c'est des gamins, tout le monde s'en fiche un peu des gamins, donc Hmm. si on a quelques-uns qui disparaissent, voilà. Donc ils ont fait des expériences, relaxé lors des interrogatoires, donc le fameux témoin, et aujourd'hui manœuvre, enfin était jusqu'à il n'y a pas longtemps, manœuvre dans une des aciéries de la région. C'est un gars plutôt éprouvé par le passé et en fait il est un peu, il est vraiment lui aussi n'a plus toute sa santé mentale et lorsque les PJ vont le voir, il va pas arrêter de les mettre en garde contre une, d'après lui, une certaine vengeance. Et en fait, c'est ce personnage-là qui est victime de cauchemars récurrents. C'est-à-dire que régulièrement, et il en parlera, il s'en ouvrira au personnage, il fait le rêve que les enfants qui ont été maltraités par les fameux époux vont se réveiller et tenter de se venger sur les gens qui habitent aujourd'hui la ville, qui n'ont rien fait à l'époque lorsque l'orphelinat était occupé par eux. Donc ça, c'est pour l'aspect enquête du Sénat. Alors le monastère, qu'est-ce que j'ai fait du monastère? Donc j'en ai fait un monastère qui date du XIVe siècle, construit par une petite communauté catholique qui s'était fixé pour mission de convertir la plus grande part de la population de la ville pour disposer de quelques revenus financiers émanant de l'Église. Les moines de l'époque s'étaient spécialisés dans les enluminures précieuses et la fabrication de livres manuscrits. Voilà, l'établissement était doté de nombreuses salles d'écriture où les copistes passaient leur journée, etc. Donc il y a un stock d'encre. Ils ont même, puisque ça s'est modernisé, hein, à une époque le monastère, avant d'être abandonné, ils ont même certaines encres, certains laboratoires dans lesquels ils fabriquaient des encres. Euh, voilà. Et j'avais choisi, chose peu courante, de piéger la salle, enfin la salle de la réserve d'encre. J'avais choisi de la piéger, alors sans pousser le développement hein, jusqu'à concevoir le piège, mais ça devait représenter un temps fort du scénario, lorsque les personnages vont dans le monastère pour récupérer les encres, non pas un combat ou quelque chose comme ça, mais un piège à passer pour pouvoir récupérer les encres. Voilà, j'étais parti du principe que à l'époque c'était quelque chose de très d'une grande valeur et que les moines avaient choisi de concevoir tout un piège pour protéger leur réserve d'encre. Et enfin, le cauchemar récurrent, je l'ai utilisé, je m'en suis servi une deuxième fois, à savoir que en fait, Dédé le futé lui-même est victime de cauchemars récurrents. Chaque soir, lorsqu'il s'endort, il rêve qu'il est perdu dans une galerie labyrinthique qui sert d'ossuaire et il commence à se frayer un passage sur le sol et il est assailli par une bête féroce aux formes incertaines. Son sang se glace dans ses veines et il se réveille couvert de sueur. Parfois, lorsqu'il cherche son chemin, il distingue les traits de l'un des personnages et s'en ouvrira à lui, persuadé que le personnage lui donnera des éléments de réponse. Le but de cet élément est donc de créer une interaction supplémentaire entre l'un des PJ et le boss et d'amener petit à petit les PJ à s'intéresser plus particulièrement à ce qui se passe sous la fondation du Alors futur. c'est Dédé qui fait ses cauchemars et il voit l'un des PJ dans son cauchemar. C'est ça. Alors il y a Joronski là, le témoin, qui fait des cauchemars que les gamins vont se venger.
Et puis au fur et à mesure où les PJ vont revenir voir Dédé, machin, etc., dans les interactions, il va choisir, le maître de jeu doit choisir un personnage, et Dédé doit essayer de le prendre un peu à part, Ah, euh, d'accord. et de lui dire, bon, écoute, faut que tu De me lui parles. parler de ses cauchemars. Voilà, je te vois dans mes rêves, ça fait 2 nuits que je te vois, je suis en train de chercher mon chemin dans un ossuaire, etc. Et je te vois apparaître et tu me donnes une solution. En fait, l'idée, c'est de repousser, c'est un peu un truc pour repousser les persos, enfin les aiguiller pour qu'ils finissent par mener des recherches dans les souterrains jusqu'à tomber sur l'ancien ossuaire de l'orphelinat et là avoir une confrontation donc avec la maigre bête de la nuit. Ce qui pourrait être sympa, c'est que lorsque les PJ vont visiter les souterrains, je ne sais pas s'ils y vont avec Dédé ou si Dédé a disparu et qu'il s'est fait enlever par la maigre bête, qu'il y a un peu comment dire, enfin une prophétie un peu qui se réalise à travers le rêve. C'est-à-dire que Dédé pourrait vraiment les appeler à l'aide dans les souterrains. Alors j'ai pas détaillé jusque là, hein, c'est voilà, moi j'ai juste fait tu vois les grandes lignes avec les éléments, mais moi j'avais plutôt pensé mais ça peut être une très bonne idée, effectivement, ce que tu viens de dire. Moi, j'avais plutôt pensé qu'au bout d'un moment, peut-être lorsque les PJ reviennent avec les encres, Dédé, enfin le bras droit de Dédé leur disent qu'en fait, il habite plus sur le chantier, et qu'il faut qu'ils aillent lui apporter les encres à un autre endroit, et que lorsqu'il va les rencontrer dans cet autre lieu, le fameux Dédé qui passe quand même pour le chef de gang et tout, bah les PJ comprennent à cause de ses cauchemars, il a déjà laissé pas mal de santé mentale, il veut plus habiter dans le casino en construction parce que il y a eu quelques événements, peut-être un ou deux bonhommes qui ont disparu. Il a envoyé 3 bonhommes en bas il y a 2 jours, ils sont jamais revenus. Il sait pas si les gars ont profité pour quitter le gang, pour aller rejoindre un autre gang, et s'ils lui ont juste simplement faussé compagnie ou s'ils sont quelque part au fond. Au fond des combes et tout ça, quoi. Petit à petit, amener les PJ à de toute façon aller visiter ce qui se passe en bas, quoi. Et donc finalement, enfin, en fait, ça se résout parce que les enfants, il y a quoi? Il y a leurs âmes qui errent dans les souterrains C'est ou c'est ça. Alors comment? les Ouais. enfants, il y a leurs âmes dans les souterrains. C'est par des procédés en fait un peu magiques en fait qui causent les cauchemars récurrents aussi bien du témoin, l'ancien domestique, que de Dédé. Ces cauchemars sont dus en fait à l'influence des âmes en peine des gamins. Et puis il y a surtout en bas la maigre bête de la nuit qui s'est installée dans le lieu, quoi. Alors, je vais poser une question, bon, un peu. Qu'est-ce qui empêche les joueurs de se dire, bon, bah, euh, dans les souterrains, ça pue, Dédé, il est starbé, en plus, c'est un mafieux. On va passer notre chemin, quoi. Je comprends que avec la situation que tu poses au départ et le fait que ce soit la crise et que les personnages, etc., c'est une contrainte, enfin une motivation forte pour les amener à venir en aide à Dédé. Mais est-ce que, tu vois, il n'y a pas un moment où ils peuvent se dire, bon, bah, c'est le contrat Alors social de Cthulhu qui fait qu'on est des investigateurs, etc. non, alors en fait, moi j'avais plus pensé au fait effectivement que les personnages sont très intéressés à ce que les le plan entre guillemets de Dédé fonctionne, parce que celui-ci leur aura peut-être promis une bonne place dès que le casino est monté et qu'ils ont les ancres et qu'ils commencent à écouler de la monnaie. C'est la quasi-certitude pour les personnages de s'enrichir Hmm. assez. Alors bon, ça il faudrait voir Alors, est-ce que ça avec serait les pas persos possible, si. il y a une idée qui me vient, excuse-moi, je te coupe, c'est de justement de commencer peut-être
de décaler un petit peu, enfin d'accélérer l'ouverture du casino. Et donc les personnages se voient attribuer un rôle, je sais pas, de banquier, de croupier, enfin et ils commencent vraiment à entasser de l'argent, à rencontrer du beau monde. Et en parallèle de ça, ça commence à merder au niveau des cauchemars et des souterrains. Ah Tu bah on vois, peut le faire. bon, ils ont quasiment atteint leur but, mais il y a quelque chose qui les en empêche, qui les empêche d'en profiter vraiment, tu vois. Ouais, pourquoi pas? C'est vrai qu'on peut faire aussi, bon, moi j'ai pas rédigé tout le scénario, mais ça peut être une option effectivement de dire aussi, au bout de, je sais pas, 3 semaines, même s'ils n'ont pas résolu l'histoire des gamins, etc., bah, les fondations sont terminées, le casino est terminé, les PJ commencent à prendre poste, qui va être croupier, qui va être barman, qui va être secrétaire ou tenir la comptabilité un peu selon les occupations des PJ au départ, quoi, pour le compte de Dédé. Et là, les éléments peuvent devenir plus voilà, la maigre bête de la nuit et les cauchemars peuvent redoubler à ce moment-là. Effectivement, on peut envisager un scénario plus long. Moi, l'idée, c'était un one-shot assez rapide, en fait. Mais si on veut le voir le développer un peu, effectivement, on peut envisager un deuxième temps où ils ont récupéré les encres, quelques mecs ont disparu, éventuellement, ils ont croisé le vieux, mais bon, ils n'ont pas trop voulu aller voir dans les fondations, etc. Le casino se construit, ils pensent que c'est réglé, voire même ils ont vu avec les équipes de chantier, les mecs ont dit qu'ils ont tout bétonné, qu'ils ont tout muré, que c'est sain, que c'est nickel. Le casino ouvre. Et là, ça commence à merdouiller parce que la maigre bête de la nuit, bah, elle est toujours là avec les âmes en peine des gamins. Ouais, ils Les... commencent à s'en mettre un peu plein les fouilles, tout va bien, et puis un beau jour, ils arrivent au casino et Dédé a disparu, ou ouais, où il y a tu vois, pour avoir une espèce de contraste entre le fait d'atteindre un objectif et Ah ouais, ça ouais, cafouille, quoi. carrément, ouais, ça peut être une idée pour un scénario plus long. Encore une fois, hein, moi l'idée c'était de concevoir un petit scénar qu'on peut jouer en une En une soirée. session, ouais. Voilà, en une session, moi je pense qu'avec les éléments, ça fait déjà pas mal de scènes, pas mal de trucs. Si on a des joueurs qui font un peu de roleplay, rien que la première scène où ils rencontrent Dédé, qui leur fait, si on rajoute des petits tests entre type, entre guillemets, entretien d'embauche, discussion à bâton rompu, parce que Dédé il a pas envie d'engager n'importe qui, tester les motivations réelles des personnages. Là, je pense qu'on a facile une bonne demi-heure, voire plus de roleplay hein, sur cette scène-là. Ensuite, les premiers éléments. Ensuite, monter le commando pour aller récupérer les encres Ouais. avec désarmer le piège. Ça fait déjà un deuxième moment assez fort. Et voilà, moi après, troisième moment, il revenait, il comprenait éventuellement aller voir la femme aussi, trouver les coupures de journaux, aller voir la femme. Ça fait beaucoup de trucs pour une session. Mais après, Pourquoi effectivement, on peut pas aussi. une scène un peu pour tester leur loyauté à Dédé ou avec, je sais pas, un élément extérieur quelqu'un qui découvre la machine à billets, par exemple, et les PJ sont là. Bon, qu'est-ce qu'ils font? Et le type veut tout balancer à la police. Là, les PJ doivent un peu choisir. Ouais, une Euh, espèce de choix moral, enfin de ouais, choix immoral dans ce ouais, un cas-là choix d'ailleurs. immoral, ouais. Voilà, pour qu'ils aient l'occasion de réaffirmer à Dédé qu'ils sont bien de son côté et que c'est pas juste des mecs un peu opportunistes qui se sont dit bon, on va avec ce mec-là pour bouffer, mais finalement. Alors l'idée c'était aussi d'avoir l'opportunité que moi j'ai jamais eu vraiment à Cthulhu de faire que le basculement des personnages dans la folie il soit plus accompagné par un basculement du justement tout ce qui concerne leur côté moral et moralité et leur rapport à la loi en fait. Ouais, ah oui, Parce que d'accord. c'est vrai que moi j'ai fait des parties avec des joueurs qui étaient d'entrée de jeu des gars de la pègre, mais si tu veux, il y avait aucun voilà, c'était des mecs qui voulaient jouer des malfrats, etc. Je me rappelle du fameux tueur à gages, hein.
Ouais, ouais. Rappelons-nous, voilà, saluons-le au passage. Euh, et du coup, jouer un personnage qui, tu vois, au lieu de tomber dans une folie telle qu'on a l'habitude, il devient fou, machin, plutôt que sa folie, ce soit que petit à petit, une folie beaucoup plus proche de ce qu'on connaît dans la réalité, en fait, du mec qui pète les plombs et qui, du coup, passe les lignes rouges de la loi, tu vois. Et De petit la à petit, morale, ouais. voilà, c'est ça, de la morale, et petit à petit se retrouve de l'autre côté de la barre, tu vois, alors qu'au départ, c'était des gens Bah, euh, tu peux mélanger un peu les deux aussi, c'est-à-dire que déjà la première étape c'est de travailler pour des mafieux. Ensuite, peut-être un test de loyauté, genre bon bah débarrassez-moi de ce type qui a vu la machine à billets. Et puis en parallèle, tu as les cauchemars qui arrivent, donc qui grignotent un petit peu plus la santé mentale. Et puis après, tu as la descente aux enfers, enfin, pas la descente aux enfers, mais l'exploration des souterrains où là c'est le coup final en fait. C'est là que vraiment il risque de basculer complètement dans la folie ou pas. Mais elle aura déjà été un peu grignotée avant par quelques épreuves. ouais, 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 effectivement. Après, effectivement, après, bon, après, il faut le développer entièrement, hein. Nous, ce qu'on s'était dit pour le podcast, c'était les grandes lignes, à peu près Non les mais mener. Mais il y a des non, tu pistes, je peux pense garder qu'il y a quoi cette faire. idée-là en tête que tu vas essayer sans trop le forcer, sans trop faire de dirigisme, mais essayer d'avoir ce crescendo du début à la fin sur la scène des personnages. Ça peut Ouais, être aussi un objectif. Tu sais, comme tu disais, tu te mets des petites notes sur l'écran de jeu pour dire à tel moment, il faut que je fasse ci, que je fasse ça. Moi, je le fais aussi des fois pour la santé mentale, quand je vois que le... Parce que souvent, c'est intéressant d'avoir des pertes, enfin des folies temporaires au moment où on a le plus besoin de garder toute sa tête. Donc je m'arrange souvent pour... je tiens une espèce de carnet de compte de la santé mentale des PJ pour voir s'il n'y aurait pas moyen d'en faire craquer un au moment opportun. ouais, 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 c'est vrai que ça peut être une super idée, ouais. Voilà, donc pour ma part, voilà un peu comment j'ai utilisé les éléments. En tout Ok. cas, moi j'ai trouvé que, ben, une fois de plus, hein, se mettre des contraintes au départ, c'est pas mal. C'est pas mal parce que plutôt que de partir dans le vide, tu vois, à un moment, tu étais obligé de trouver une voie créative pour te servir des éléments et du coup, ça te construit quand même, ça t'aide beaucoup à construire la trame de l'histoire, je trouve. Ouais, les contraintes sont pas forcément, enfin c'est ce qu'on dit d'ailleurs, sans contrainte on peut pas, on crée rien du tout et ouais c'est vrai que c'est une sorte de guide, C'est ça. ça te permet d'élaguer des choses, de t'inspirer sur d'autres. Ouais. Donc finalement, la résolution, pour terminer peut-être, la résolution, c'est en fait l'affrontement final, enfin l'affrontement de la maigre bête de la nuit dans les catacombes, enfin dans les souterrains du casino en fait. C'est ça. Ou alors, si on met le nouvel axe qu'on disait par rapport à on peut aussi imaginer en cours de scénario des PJ repentis qui, lorsqu'ils comprennent qu'en fait il y a quelque chose d'encore pire que la mafia dans les catacombes, vont tout simplement essayer d'aller avec les preuves qu'ils ont, machin, prévenir la police et font intervenir les autorités de la ville Hmm. plutôt que d'y aller eux-mêmes. Ça peut être aussi une voie de sortie. Ils ont tous les éléments, ils ont les témoignages, les coupures de journaux, le fait que il y avait un orphelinat, machin, il se passe des trucs louches, il y a quelques disparitions dans la mafia, et les mecs préfèrent aller presque se livrer à la police en disant voilà, on est coupable d'un truc pas bien du tout là depuis la crise pour bouffer, on a choisi de bosser pour tel mec et c'est pas tant ça le problème, c'est qu'on est persuadé qu'il y a quelque chose qui risque de prendre le pas sur toute la ville, d'encore plus dangereux. Et du coup, on préfère risquer de la tôle, mais que ne pas avoir. Enfin, tu vois, du coup, Hmm. ils affrontent pas eux-mêmes la maigre bête. Ouais. Bon, en one shot, à mon avis, ils vont y aller eux-mêmes, hein. En Oui, ouais, campagne, oui, peut-être pas.
Et là, du coup, la police y va et l'escouade entière de police se fait massacrer et les joueurs perdent ce qui leur restait de santé mentale. Et voilà. Non, je pense qu'en one shot, effectivement, tu te dis, bon, bah, ouais, on est là pour bouffer de la créature, donc c'est clair que les joueurs vont y aller, enfin, je pense. Ouais, 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 ouais. D'ailleurs, moi, je trouve que, bon, petite parenthèse, c'est vrai qu'il faudrait peut-être réfléchir à un mécanisme un peu moins arbitraire que la simple volonté du maître de jeu pour que de temps à autre, bah, ce soit une mécanique de jeu qui, si les persos sont hésitants, tu vois, de dire, je sais pas, alors, faudrait autre chose peut-être que la santé mentale, mais sinon, un jet de santé mentale, bon, vous vous dites qu'il faut aller intervenir dans les souterrains. Parce que justement, vous avez déjà perdu de la santé mentale, c'est devenu une obsession, tu vois. Et c'est vrai que on n'a pas ça finalement. Dans Cthulhu, la perte de santé mentale, c'est un peu bon. Il y a le mécanisme pour mesurer, mais après, dans la partie, comment ça va influencer les choix des joueurs. Alors soit tu as des Ah, joueurs qui jouent le jeu et qui se disent bon là il faut que je sois un peu fair play, mon PJ il a perdu plein de points de santé mentale, il est obsédé par ce truc, oui il va aller dans les catacombes en empruntant une mitraillette Thompson à DD pour aller voir ce qui se passe, mais on pourra aussi imaginer que tu vas avoir des joueurs très prudents qui vont ne pas vouloir y aller. Donc tu vois, elle manque toujours, moi je trouve cette mécanique. À un moment, quand tu es maître ouais, de jeu, des fois, tu te ouais, mais dis, ah, si tu la forces, enfin, je veux dire, si par exemple, par l'histoire, si ce sont les PJ qui ont des cauchemars récurrents, et que donc, tu vois, ils sont obligés d'être présents dans ce casino, que ce soit pour aller voir Dédé ou pour ensuite travailler ou pour faire différentes besognes que Dédé leur donne. Mais les cauchemars, tu pourrais faire en sorte que ce soit eux qui aient des cauchemars, que ces cauchemars soient tournent toujours autour du casino, des souterrains, etc. Donc les PJ, hein, pas les joueurs, les PJ vont bien voir qu'il y a un lien entre leur cauchemar et la dégradation de leur état mental et cet endroit. Donc ça le je suis PJ d'accord. par lui-même devrait avoir envie d'y aller, quoi. Mais c'est là où je pense qu'il manque peut-être une mécanique. C'est une mécanique qui, en fait, influe dans la mécanique de jeu sur la décision des joueurs et pas des PJ. Parce qu'on a souvent ce cas-là, en fait, à Cthulhu, quand ton perso, il commence un peu à péter les plombs, tu vas avoir le joueur qui va être dans l'immersion, qui va jouer le jeu, tu vois, et qui Mm. va mettre sa vie, souvent, mettre sa vie en danger, tu vois, parce qu'il va considérer Oui, que son d'accord. perso a Alors que pété le les plombs. joueur ne Mais veut pas. Ouais. voilà, en mécanique de jeu, il n'y a rien qui l'oblige, si ce n'est à un moment, le maître de jeu peut dire, comme ton perso est fou, il va décider de faire ça. Bah Mais ouais, tu mais vois, s'il le fait pas, il va se faire, s'il perd, je sais pas, 5 points de SAN toutes les nuits, au bout d'une semaine, il est bon pour l'asile. Donc le joueur sera quand même incité à y aller, tu vois. tu peux l'inciter, tu peux l'inciter, effectivement. Et c'est vrai qu'il faut déjà y aller, hein. 5 points chaque nuit, c'est déjà des bons cauchemars, hein. C'est ça d'une part, et puis je pense enfin, faudrait réfléchir, mais je pense elle est jouable cette mécanique à ajouter. Peut-être, tu vois, quelque chose de tout simple, de dire que lorsque le PJ a perdu la moitié de ses points de santé mentale, à ce moment-là, les choix du joueur sont d'une manière ou d'une autre restreints. Mais tu vois, dans les règles, ça n'est pas posé dans les mécaniques de jeu. Moi, l'idée me plaît pas trop quand même. Je préférerais, tu vois, plutôt que de l'imposer, ouais, de restreindre les choix ou quelque chose comme ça, de dire, bah, comme je te disais à l'instant, par l'histoire, mais du coup, ce qu'il faudrait, c'est faire des ellipses, enfin, au niveau du temps, c'est-à-dire que euh, quand Dédé, quand ils reviennent du monastère, Ah, ça coupe beaucoup là. Ah, je te perds là, Fabou. C'est très, très, très haché. encres rares, un peu
Ouais, ouais. Tu m'entends là? Je t'entends, mais il y a eu. Je pense qu'il faut que tu reprennes ta dernière phrase parce que chez moi, en tout cas, ça a été énormément. User entered your channel. Ouais, et ça c'est... Bon, je sais pas ce qui se passe là, ça s'est déconnecté, reconnecté. Euh, Est-ce que tu m'entends maintenant? Oui, maintenant, je t'entends très bien. Ouais, donc je disais un peu en faisant une ellipse, mais temporelle, quand, par exemple, entre le moment où les joueurs reviennent du monastère et le moment où il y a l'inauguration du casino, bah, tu dis un peu aux joueurs que bon, bah, chaque nuit, il y a ces User in your cauchemars. channel timed out. Et alors là, non, là, c'est toi que... C'est Non, qui non, là? c'est bon. C'est ton premier bot. Oui, donc finalement, en une semaine, ils peuvent perdre beaucoup de santé mentale. Et donc tu les informes que chaque nuit, il y a toujours ce cauchemar qui revient et que bon, il y aura un jet à faire chaque nuit. Et du coup, enfin, pour moi, il n'y a pas, sans invoquer une règle spécialisée, là, tu te dis, bon, si ça continue comme ça, l'inauguration du casino, mon personnage va jamais la faire. Oui, 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 oui. Mais ça reste, C'est un peu bricolé, oui, c'est un tu vois peu... ce que je veux dire? Ça reste très, très lié à l'interprétation. Mais effectivement, hein, ça peut être des contraintes scénaristiques dans l'écriture du scénario lui-même qui va pousser les joueurs. Mais comme moi j'ai remarqué que c'est un cas de figure qui se posait souvent, le décalage entre la folie du PJ et la réaction du joueur, c'est un décalage qui se pose très souvent en fait à Cthulhu, tout le temps même. Et je trouve que autant la mécanique, tu vois, elle est très très bien parce qu'elle mesure, euh, elle mesure en fait pour le PJ, mais après il faut que tu aies des joueurs qui jouent le jeu. Si tu as un joueur très ludiste, tu vois, qui envisage le truc en se disant moi ce que je veux c'est que mon perso il s'en sorte et je ne vais pas descendre, tu vois, comme on disait tout à l'heure, je ne vais pas aller dans le truc, voilà, c'est trop risqué machin. C'est un peu le Enfin, moi, je trouve que c'est un Ouais, ouais, écueil ouais. qui fait que des fois, Ouais. les parties, elles peuvent tomber à plat. Bah, Parce que il faut pas que le scénario dépende de... Ouais, je vois ce que tu veux dire. S'ils veulent pas y aller, ils veulent pas y aller, quoi. Et je pense qu'il faudrait, je ne sais pas, Dédé leur demande d'aller chercher quelque chose à la cave. Non, mais faut pas que, faut que tout le scénario repose sur cette visite de la cave. Enfin, je veux dire, si t'es forcé d'y aller à cause d'une règle, je pense que les joueurs vont pas trop aimer non plus, quoi. ouais, ouais. Mais moi, je parlais même, tu vois, au-delà de ce scénario, je En trouve que général, ouais. ouais, c'est une mécanique qui manque un peu. Moi, je sais que les parties de Cthulhu qui sont un peu tombées à plat, c'est principalement pour cette raison-là. C'est parce qu'à un moment, la logique voudrait que le joueur qui a bien compris les tenants et les aboutissants, il soit entre guillemets tout simplement fair play, tu vois, et Hmm. ils comprennent que du coup, bah oui, son perso il va faire ça, et justement, c'est pas forcément très intelligent, c'est pas forcément très prudent. Mais son perso va le faire parce que son perso, voilà, sa santé mentale, il l'a laissé pas mal au vestiaire. Moi, je te dis, les rares fois où les scénars sont tombés à plat, c'est quand tu te retrouves avec un perso un joueur qui ne joue pas le jeu et qui fait celui qui comprend pas le truc, tu Ouais, vois. c'est parce il y a une déconnexion trop forte entre la valeur santé mentale et scénaristiquement ou diégétiquement l'état d'esprit du PJ. Et ça, je pense il faut essayer de toujours garder une correspondance. C'est-à-dire que quand le perso a sa SAN qui diminue vraiment beaucoup régulièrement, il faut accompagner ça dans l'histoire de cauchemars, d'illusions, de voix dans la tête. Il faut un peu lui bourrer le crâne au joueur pour vraiment bien par des suggestions de Ça peut MJ. être tout simplement lui rappeler, tu vois, que son personnage, il est en train de péter les plombs et que c'est bien beau lui en tant que joueur, les théories qu'il fait, tu vois, machin. Sauf que là, son personnage n'est pas en mesure de les faire parce qu'il a déjà perdu beaucoup de SAN. Et de ce point de vue-là, en termes de mécanique de jeu, c'est très flou.
Tu vois, il y a pas de, autant on sait comment, par les mécaniques, on va réduire la santé mentale du joueur et ce qu'il risque en termes de crise de folie, des trucs comme ça, autant il n'y a pas de mécaniques qui vont contraindre le joueur à Non, dire, bah non, c'est vrai, ouais. là, t'as plus que 50% de SAN, donc tu es plus en mesure de faire ce genre de raisonnement. Ça t'apparaît, tu le fais pas ce raisonnement. T'as des joueurs qui le font quand même, Ben voilà, et en général, ça inspire les autres. voilà, ce qui fonctionne, c'est quand effectivement, si tu as des joueurs qui se prêtent au jeu, ils le font et même ils se délectent parce que justement, ça leur donne l'occasion d'avoir un roleplay vraiment différent de ce qu'ils sont réellement, tu vois. Mais les fois où, enfin, moi, voilà, de mémoire, les fois où c'est tombé à plat, c'est essentiellement pour ces choses-là. Moi, en général, ce que je fais pour encourager ça, c'est que quand un joueur joue sa petite santé mentale ou sa perte de santé mentale, je le pénalise pas. Ah bah tiens, t'as perdu, t'as pété les plombs là, bah t'es mort. J'essaye au contraire d'en faire une complication ou une situation intéressante qui va obliger le Ah, à intervenir ou qui va mettre le joueur en particulier dans une situation un peu difficile, mais je fais en sorte que ça se retourne jamais, que ça le pénalise pas complètement, parce que sinon le joueur il va le faire une fois, mais pas deux, quoi. ouais. Donc c'est aussi un peu un truc sur le long terme de se mettre un peu d'accord avec ses joueurs. Bon voilà, quand vous jouez votre santé mentale, il va pas forcément, vous n'avez pas forcément accroître vos chances de perdre votre personne. Enfin, si, tu le perds petit à petit, mais pas d'une mort brutale, quoi. Ouais, ben là on repère, en fait ça rejoint, tu sais, ce vieux débat sur les compétences intellectuelles et les compétences physiques. Tu vois, le personnage qui a 18 en force, il va avoir des mécaniques de jeu qui vont retranscrire ces 18 en force. Le personnage qui va avoir 2 en intelligence, tu vois, dans son roleplay, dans son machin, à un moment, t'as pas de mécanique. Il faut que le mec, il accepte de jouer un perso qui a 2 en intelligence. Et donc, qui fait, ah ben, même si le joueur il pense, bah non, tu peux pas faire ce raisonnement parce que ton personnage, c'est un teubé. Tu vois, et voilà, ça rejoint ce débat-là, tu vois, où à un moment, il y a comme tu disais, une différence, un différentiel entre le joueur et le PJ. Et Moi, je autant pense. sur les trucs physiques, c'est toujours pris en compte par les mécaniques de jeu, autant sur les capacités intellectuelles, c'est très rarement pris en compte par les mécaniques de jeu. Je pense qu'il faut. C'est pas une règle mécanique justement, mais c'est un peu au MJ de faire de la direction d'acteur, quoi. Oui, ouais, Parfois de recadrer un peu et de dire bah non là c'est ton mec il y connaît rien en électricité, il peut même pas vérifier telle ou telle chose. Enfin, et puis après le joueur se dit ah d'accord et puis il en tient compte s'il n'est pas de mauvaise foi, tu vois, il en tient compte dans les occasions suivantes. ouais, ouais. Ok. Eh ben écoute, je pense qu'on va pouvoir passer à ta préparation en fait, voir un petit peu ce que toi tu as fait avec les 4 éléments. Alors, alors moi Donc j'ai oui, alors attends juste pour ouais. conclure, l'élément, moi le 5e élément que j'ai rajouté, c'est tout simplement cette histoire de avec l'orphelinat. C'était ça, hein, mon 5e élément rajouté. Oui, en fait, ça peut être un peu n'importe quoi dans ce que tu as brodé autour. Moi, j'avais pas, j'avais oublié la règle du cinquième élément et du coup, j'ai trouvé après coup ce que D'accord. ça pourrait être. Donc moi, le cinquième élément, ça serait peut-être le péché. Euh, alors, moi, bah, je suis arrivé à un truc dans lequel il y a un peu des manques, des trous, et notamment, ce que je te disais un peu la dernière fois, j'arrivais pas vraiment à toi une conclusion où dans mon scénario, il manquait en fait un moyen pour les joueurs de résoudre le scénario, d'éliminer la menace. Donc je me suis dit que ça serait plutôt peut-être un scénario d'introduction pour une campagne, enfin ou un gros scénario qui aurait pour thème qui tournerait un peu autour des péchés capitaux
Et dans ce scénario-là, ce qui serait en jeu, ça serait c'est l'avarice ou l'envie, enfin l'appât du gain, quoi. Greed, greed, greed. Greed. Euh, et donc, alors comment je m'y suis pris pour bidouiller ce truc-là? Donc moi, je suis assez, je repique des idées à droite à gauche, des éléments. Alors, j'avais regardé il y a pas longtemps le roll and play, pardon, et ils avaient fait un Cthulhu. Je sais pas si t'as vu. Oui, avec, enfin j'ai pas vu, mais j'ai vu qu'il l'avait fait avec Chronique oubliée, c'est ça, hein, avec la boîte pour. C'est ça. Ouais, Bon, alors, il y a un élément, je ne vais pas dévoiler le scénario, mais j'aime pas trop d'ailleurs. Et je trouve qu'il y a une super ambiance au départ, et puis à la fin, c'est juste un gros combat. Alors, bon, moi je l'ai mais joué en convention ce scénario, tiens. Je suis allé au festival du jeu international du jeu ouais. je suis allé avec un copain et puis on s'est fait une partie de démo de Chronique oubliée et c'est ce scénario-là qu'on a joué. Bon, on n'a pas joué longtemps, donc on a joué une partie de ce scénario-là, on va dire, en convention. Alors moi, ce que j'avais bien aimé dans le début du scénario, c'est cette ambiance un peu, comme souvent à Cthulhu, d'être dans la bonne société au cours d'un événement mondain, une réception. Et puis, So tu fais British. connaissance, tu parles avec, tu rencontres des notables, etc. Et puis, il y a un moment dans un des personnages aperçoit passer derrière une porte, dans les arrière-cuisines, un personnage avec une espèce de robe rouge encapuchonnée. Et ça m'a fait un petit frisson dans le dos, quoi. Parce qu'il y avait vraiment cette ambiance chaleureuse, soit de gens qui discutent, qui boivent, qui fument. Et puis comme ça, dans une arrière-salle, alors que personne ne regarde, il y a un type bizarre qui passe dont on ne voit pas le visage. Et ça, je sais pas, ça m'a marqué au moment où j'ai écouté le scénario. Et j'aime bien cette idée de contraste un peu entre une ambiance dans laquelle on se sent bien, mais hein, il y a un élément perturbateur comme ça qui fait irruption au moment où on ne l'attend pas. Donc honnêtement, c'est commencé un peu comme ça. Et donc moi, je me suis dit, bon voilà, les joueurs vont... j'ai eu envie de recaser, si tu veux, cette impression que j'ai eue de la faire revivre aux joueurs dans mon scénario à moi. Donc j'ai commencé à broder autour de ça. Ouais. Alors, c'est une approche différente, hein. Toi, tu pars vraiment d'une situation que j'aime bien aussi, d'une situation avec, en essayant de voir quelles conséquences ça a et comment les personnages vont être impliqués. Moi, en partant de là, du coup, j'ai des problèmes pour impliquer mes personnages. Mais en réfléchissant un peu, je me suis dit, donc voilà, il y a dans une ville quelconque, il y a un casino qui va subir aussi des travaux de rénovation, d'agrandissement en fait. Et puis les personnages peuvent être dans ce casino pour différentes raisons. Alors certains sont peut-être journalistes, ils viennent voir un peu quels vont être les travaux. D'autres pourraient être des policiers sous couverture qui auraient été envoyés là pour enquêter sur peut-être un trafic de drogue ou de la vente clandestine d'alcool, puisqu'il y aurait eu des rapports comme quoi des gens qui seraient allés dans ce casino auraient un peu pété les plombs ou fait des trucs bizarres ou auraient disparu pendant quelques temps. Enfin, il y a des histoires un peu louches qui tournent autour de ce casino. Certaines personnes, ouais, ont leur comportement qui change. Alors à définir, ça, je ne sais pas trop comment. Et elles ont tous comme point commun d'avoir été dans ce casino. Donc une autre possible introduction pour les joueurs, ça pourrait être que l'un des PJ est l'ami ou le partenaire d'une victime, enfin d'une personne qui a été dans ce casino et qui a changé son comportement. D'accord. Donc, une façon en fait, de faire venir les joueurs dans ce casino, pas par pur hasard, mais avec un peu une espèce de curiosité, toi, une envie un peu de fouiner à droite à gauche. Euh, alors, est-ce que je... Ah oui, une autre inspiration aussi que j'ai. Après, je vais te dire le pitch, hein, mais je parle Ah, de la façon dont j'ai réfléchi. C'est le film Cypher. Je sais pas si tu l'as vu, ça. non.
c'est un truc un peu chelou, quoi. Mais en gros, tu as des espèces de cadres, des mecs qui sont, je sais pas, dans le tertiaire, qui font des séminaires. C'est dans une ville un peu futuriste, froide. Les gens ne se parlent pas dans les rues, tout est gris. Et on suit la vie d'un personnage qui va de séminaire en séminaire. C'est des séminaires super chiants avec des mecs qui te montrent des graphiques, des courbes de croissance d'entreprise et tout ça. Il arrête pas de prendre l'avion. Il a des flashs, il se réveille dans l'avion, il se réveille dans des séminaires. Tu vois, il est complètement à l'ouest, le gars. Et en fait, un jour, un beau jour, il se réveille durant l'un de ses séminaires. Il s'aperçoit qu'en fait, pendant qu'il regarde l'écran, il y a un truc qui les hypnotise tous. Et en fait, il y a des scientifiques qui rentrent dans la pièce et qui font certaines choses pendant que les gens, eux, ont l'impression d'assister à un séminaire, mais ils sont complètement hypnotisés, ils ne se rendent pas compte qu'il y a des scientifiques qui font des expériences sur eux. D'accord. Alors ça, c'est une autre inspiration. Ouais, Donc c'est pas mal ça. j'ai voulu reporter ça un peu dans le casino. Euh, et donc tu vas comprendre après pourquoi. Euh, donc l'idée c'est qu'il y a une entité maléfique, surprise, un peu multiforme, qui en fait s'amuserait à corrompre les humains par tous les vices possibles que les humains ont, donc l'avarice étant l'un d'eux. Et donc ça pourrait être Nyarlathotep, par exemple, hein, l'entité aux mille visages. Et donc là, il s'amuserait à tester les hommes par rapport à leur appât du gain, en traînant ses guêtres dans des casinos. Peut-être que plus tard dans la campagne, ça sera un autre péché, un autre vice qui sera exploité. Ça D'accord. pourrait être par exemple dans un bordel avec la luxure, etc. Ouais, ça peut Euh, tourner. alors, donc, la fameuse machine à billets est dans une cave enfin, dans une cave du casino. Euh, Elle est équipée de planches à billets d'un type un peu particulier. C'est-à-dire que quand tu regardes les planches à billets, donc tu as t'as le dessin normal du billet, mais il y a des espèces d'écritures cabalistiques, hein, qui apparaissent sur les planches, mais pas sur les billets imprimés. D'accord. Et ça, c'est un détail que les joueurs pourront découvrir s'ils vont fouiller à la cave. Et puis ces planches, elles sont faites d'un matériau bien sûr très bizarre et inconnu aux propriétés étranges. Mais les billets qui sont imprimés par ces planches à billets corrompent en fait l'esprit des gens qui veulent et qui utilisent cet argent. Ok. Euh, alors le monastère, j'y viendrai plus tard. Le casino, voilà, les cauchemars, je vais y venir. Donc en fait, ce qui se passe, un peu comme dans le film Cypher, les gens qui vont à ce casino, certains d'entre eux, hein, pas tous, euh, au bout d'un certain moment, tu en as certains qui vont gagner, d'autres qui vont perdre, et donc qui vont vouloir aller emprunter de l'argent à la banque pour pouvoir continuer à jouer. Tu vois, c'est la folie du jeu, quoi, en fait. Et donc, parmi tout le personnel de ce casino, il y a un type qui se balade. Alors, c'est un type un peu mystérieux, avec un charisme, euh, quelque chose à la fois attirant, mais en même temps un peu inquiétant, euh, qui prétend être le patron du casino. Mais si tu demandes aux employés, ils te disent qu'ils n'ont jamais vu ce type-là. Enfin, tu vois, une espèce d'aura de mystère autour de ce personnage. Ouais. Et en fait, ce personnage, il serait là de temps en temps, il viendrait vers les joueurs et il leur dirait, un joueur qui est en train de perdre, il leur dirait, mise tout sur le numéro 17, par exemple, à la roulette, et paf, le numéro 17 sort. Il serait là des fois pour faire gagner les gens et des fois pour les faire perdre et leur proposer d'aller emprunter de l'argent à la banque. Et là, si tu vas emprunter de l'argent à la banque, le banquier, il se trouve il va te refuser l'argent, par exemple, et puis ce type-là va venir euh, en soutien, en fait, et va te permettre d'emprunter de l'argent. Le banquier revient avec de l'argent, et là, tu vois qu'en fait, le banquier, il a la même tête que ce personnage mystérieux. Donc j'ai envie de... Le même visage, pardon. J'ai envie d'avoir une espèce de mystère autour de ce personnage. Euh, et toujours est-il que quand tu vas donc emprunter de l'argent à la banque, tu auras donc ces fameux billets.
Et là, tu as mis un pied dans l'engrenage. Donc en fait, les personnages sont dans cet environnement pour essayer de comprendre ce qui se passe, mais ils sont un petit peu obligés à un moment donné de jouer, quoi. Alors ça, je sais pas, peut-être que les policiers auront été, on leur a demandé leur hiérarchie de voir s'il n'y a pas de la triche ou des choses comme ça. J'avais envie d'introduire aussi un personnage, Jeffrey Fisher, surnommé l'artiste, qui est un espèce d'arnaqueur, enfin un gars qui fait les casinos, qui triche et qui gagne de l'argent comme ça, qui est aussi soupçonné de prendre des drogues. L'un des PJ pourrait le connaître, que ce soit des policiers ou un journaliste, et donc il sera présent aussi dans le casino. Alors il fait son Ah, flambeur aux différentes tables de jeu, etc. Voilà, donc je plonge un peu les joueurs dans cette ambiance-là. Et puis, aux alentours de 11h, 11h30, donc en supposant que le casino ferme à minuit, il y a une espèce de frénésie qui commence un peu à monter dans le casino, hein. Il y a les joueurs commencent un peu à s'échauffer, à s'engueuler. Ceux qui n'ont plus d'argent gueulent auprès du banquier. Ils veulent jouer absolument avant que le casino ferme. Voire il y a des gens qui commencent un peu à se taper dessus. Il y en a qui jettent leurs jetons. Enfin, tu vois, il y a un peu d'une façon malsaine, un espèce de crescendo qui monte au fur et à mesure qu'on se rapproche de la fermeture du casino. ouais. Et là, donc, sur le coup des 11h30, alors est-ce que je peux jouer mes petites musiques? Bien sûr. Parce que j'avais préparé un petit truc. On entend le casino là? Ouais, on entend l'ambiance. Donc, sur le coup des 11h30, alors par contre, ça coupe, c'est parce que il n'est pas en transmission continue. Voilà. Donc sur le coup des 11h30, il va se passer quelque chose de bizarre. C'est-à-dire qu'il va y avoir un espèce de choc un peu énergétique, tu vois, dans tout le casino. Que certains joueurs vont ressentir plus ou moins, alors jet de pouvoir, je sais pas. Mais dans tous les cas, ce qui va se passer, c'est qu'après ce choc, l'aiguille de l'horloge va passer brusquement de 11h30 à minuit. D'accord. Et les joueurs qui étaient en train de jouer, à ce moment-là, vont faire un jet de chance. Et ils vont voir, donc pour eux, il y a comme un espèce de saut temporel. S'ils ont été chanceux, bah, d'un seul coup, ils vont se retrouver avec tout un tas de jetons sur la table. S'ils ont été malchanceux, d'un seul coup, tout aura disparu. Et suite à quoi, le casino ferme et tout le monde rentre chez soi. D'accord. Euh, donc, que s'est-il passé? Et en fait, l'idée, c'est de réussir à comprendre ce qui se passe dans ce casino. Que s'est-il passé? Eh bien, c'est un peu comme dans Cypher. Donc, vers 11h30, euh, tout s'arrête. Alors, oui, aussi ce qui va se passer, c'est qu'à minuit, quand tout le monde s'en va, le joueur, le tricheur, là, l'artiste, lui, il pète un câble. Il va se mettre à gueuler et dire mais c'est horrible ce qui se passe, mais vous n'avez pas vu ce qui s'est passé, tu vois, et il va se faire vider par les videurs. Parce que lui, en fait, il a vu ce qui s'est passé entre 11h30 et minuit. D'accord. Pourquoi il l'a vu? Alors bon, ça c'est quelque chose que les joueurs pourront peut-être découvrir, je sais pas comment, mais c'est parce que c'est un cocaïnomane, et en fait, ou opiumman, peu importe, mais sous l'effet de cette drogue, il n'est pas, il n'est pas victime du saut temporel, et il voit tout ce qui se passe entre 11h30 et minuit. D'accord. Et donc en fait, quand tu prends donc cette drogue, tu vois qu'en fait à 11h30, il y a des personnes qui n'étaient pas là avant, qui commencent à, peut-être en bure, pareil, dans des habits bizarres, qui commencent à venir, à se mêler aux autres gens. Il y a aussi des racines, des tentacules qui envahissent la salle, qui commencent à grimper sur ces gens qui sont les plus à fond dans le jeu. Ces personnes en bure qui vont déposer
des bestioles dans la nuque des gens, et des espèces de monstruosités qui vont se nourrir en fait du sentiment de haine ou d'envie de gagner de ces gens, de tous ces gens qui ont les yeux exorbités. Tout cela, ils ont cette espèce de monstre attaché dans le dos qui leur suce leur énergie vitale ou tout un truc dans ce genre-là. Et c'est en fait ce qui va se passer de 11h30 à minuit, mais ça se passe sans que les gens qui sont là s'en rendent compte. Puisque pour eux, ils passent abruptement de 11h30 à minuit. D'accord. Et toute cette petite mise en scène fantastique et immonde aussi, sur le coup des minuit, s'arrête. Chacun, les gens récupèrent leurs bestioles, les racines repartent dans le sol, et le casino ferme. Sauf pour l'artiste qui lui a vu tout ce qui s'était passé et qui est en train qui devient complètement fou, enfin pas complètement fou, mais qui essaye de raconter ça à tout le monde et personne ne le croit, et ainsi de suite. Les joueurs qui ont joué et qui ont pris des billets, etc. Alors les joueurs, les joueurs de jeux de rôle, hein, ces joueurs-là vont avoir des cauchemars récurrents. Enfin, vont avoir un cauchemar ce soir-là. Alors il y aura plusieurs types de cauchemars qui pourront aller crescendo, mais ça pourrait être quelque chose du genre, ils sortent du casino avec une grosse somme d'argent, et puis quand ils arrivent chez eux, l'argent a disparu. Par exemple. Ils font la queue avec leurs jetons, pour aller à la sortie du casino pour aller récupérer leur argent. Et puis ils sont obligés de donner un bras ou un doigt en échange. Tu vois, il y a une queue, les gens se font passer à la machette ils sont obligés de donner une part de leur corps pour récupérer l'argent. Ils sortent du casino avec beaucoup d'argent et ils vont faire la fête, etc. Et quand c'est le moment de payer, l'argent tombe en poussière. Qu'est-ce que j'avais imaginé? Ah oui, après ils pourraient avoir des rêves de plus en plus précis. Ils sont dans le casino, il y a un gros plan sur l'horloge. D'un seul coup, l'horloge s'arrête ou s'accélère. La vue du rêveur est bloquée sur cette horloge, mais il entend qu'autour de lui il y a des bruits de succion, de craquements, de bestioles. Tu vois, il se passe quelque chose dans son dos, mais lui il a les yeux rivés sur l'horloge, donc il ne voit pas ce qui se passe. Ça, c'est quelque chose qui donnerait un indice qu'il se passe quelque chose de bizarre quand même. Un autre PNJ, alors un autre cauchemar possible, est en train de jouer. Il s'énerve, il bave, il est tout rouge, il a les yeux qui sortent des orbites, il mise tout son pactole. Et puis le rêveur, le personnage qui rêve, en passant derrière ce PNJ, voit qu'il a quelque chose d'accroché dans la nuque. Ça pourrait être aussi de voir que sur les billets de banque, il y a quelque chose d'étrange qui est écrit. Quand on regarde de plus près, c'est pas de l'anglais, mais c'est des symboles kabbalistiques. D'accord. J'aurais utilisé les cauchemars pour leur faire comprendre qu'il se passe quelque chose de bizarre entre 11h30 et minuit, et que c'est un peu en rapport avec l'argent. Enfin, avec les billets, en fait. D'accord. Donc là, je pourrais aussi utiliser la technique du faux réveil, c'est-à-dire ou la technique du faux endormissement. C'est-à-dire qu'après cette première soirée au casino, je pourrais jouer la scène où les joueurs, par exemple, vont faire la fête avec l'argent qu'ils ont gagné et l'argent tombe en poussière. Quand l'argent tombe en poussière, le joueur se réveille dans son lit. Et il ne sait pas à quel moment il a quitté le casino, est-ce qu'il est rentré chez lui, est-ce qu'il a vraiment été faire la fête, tu vois. Jouer un peu sur ce flou du rêve. Ouais, On ne sait jamais quand il commence ou quand il se termine. Voilà. Donc en gros, ah oui, ce que j'avais prévu aussi, c'est une scène à la Cypher où peut-être que les joueurs vont avoir l'idée en discutant avec l'artiste. Ah, je t'ai perdu là. Ouais, les joueurs vont peut-être avoir l'idée de prendre de la cocaïne ou autre drogue pour voir ce qui se passe entre 11h30 et minuit. Et là, on aura une scène à la Cypher
Donc là, j'ai préparé une petite changement d'ambiance musicale pour bien te faire comprendre de quoi il s'agit. Donc l'ambiance musicale est normale et à mesure qu'on se rapproche de l'heure fatidique, on va avoir un petit changement d'atmosphère. Alors attends, ça va venir. Je le cherche. Voilà, donc là il y a la musique normale. Attends, il y a la musique normale. Après, on entend toujours la musique, mais tu vois, un peu étouffé, diffus, un peu en fond. Ouais. Et là, si tu veux, le joueur qui a pris la drogue, là, il est capable de voir. Donc, il voit les gens qui s'amusent, qui continuent à jouer comme d'habitude. Mais il voit aussi ces personnages un peu étranges qui rentrent dans la pièce, ces créatures qui s'accrochent dans la nuque des gens, etc. Il commence à voir tout ça. Et les gens, eux, ils continuent à rire, à boire, à jouer, à s'amuser comme si de rien n'était. Ouais, il est le seul à les voir, quoi. Voilà. Ça, c'était un peu l'idée de Cypher. Et ça, j'avais trouvé ça vraiment excellent comme truc. Et j'ai vraiment envie tu vois, d'avoir cette scène-là, de bien foutre les joueurs dans l'ambiance avec une bonne petite musique appropriée, avec euh, des descriptions du contraste justement entre les gens qui ne se rendent compte de rien et des trucs dégueulasses qui se passent un peu dans cette autre dimension parallèle en fait, mais superposée à la réalité. Ouais. Donc ça serait pas mal. Et alors, le monastère. Alors là où mon scénario a besoin encore, bon je vais remettre le casino parce que c'est un peu flippant quand même. Là, là où le scénario est faible, c'est que, enfin, j'ai beaucoup travaillé si tu veux, sur l'ambiance, euh, mais il y a un problème de déjà comment tu résous le scénario. Et alors, ces gens qui sont le plus atteints par cette folie de l'argent, bon, il faut qu'à un moment, ça perturbe leur vie normale, si tu veux. Donc, j'avais pensé qu'ils pourraient se réunir un peu sans le savoir. C'est-à-dire que quand ils quittent le casino, c'est un peu des zombies. Et alors, je sais pas, peut-être un jour par semaine ou peut-être le soir pendant qu'ils dorment. Enfin, je sais pas, ils se lèvent et ils vont tous dans un monastère. Et là, il y a une espèce de cérémonie abjecte où ils sont tous. Alors ça pourrait être encore sur le terme de l'argent, je ne sais pas trop comment, mais aussi quelque chose où il y aurait tous les vices, ils se livreraient à tous leurs vices, la violence, la luxure, et il y aurait cet homme, l'homme mystérieux, que les PJ ont pu apercevoir aussi dans le casino, donc qui est un peu en rapport, qui est un peu impliqué dans cette histoire, mais ils savent pas vraiment comment. Et cet homme mystérieux serait là et mènerait quelques cérémonies pour leur pomper leur énergie vitale. Ça, je n'ai pas encore trop d'idées exactement de ce que serait le rôle de ces cérémonies. Mais ce qui est sûr, c'est que si les PJ arrivent à découvrir ce monastère en suivant par exemple des gens, ou même en suivant l'un des PJ, parce qu'il se pourrait que l'un des PJ soit rentré dans ce cycle de cauchemar, et donc il est aussi lui il se retrouve dans le monastère sans s'en rendre compte, enfin puisqu'il irait un peu en mode zombie, mais Ouais. par contre les autres PJ pourraient le suivre. Euh, donc je sais pas trop comment, j'ai pas trop envie, toi, que le scénario se finisse en. Alors il y a deux options, soit les joueurs ne peuvent rien faire, c'est-à-dire que l'homme mystérieux fait ça pour un moment, il pompe l'énergie vitale dans cette ville pendant quelques jours, quelques semaines, et puis après il s'en va. Donc peut-être ça pourrait être toi tous les soirs, tu vois que l'homme mystérieux, à l'ouverture du casino, il arrive avec une mallette qui contient en fait les planches à billets, et le soir il repart avec ces fameuses planches à billets. Ça, c'est quelque chose que les PJ pourraient remarquer. Et après, il utilise ces planches à billets lors de la cérémonie du monastère. Tu vois, il faudrait montrer qu'il y a une espèce de routine
comme ça qui se fait. Et puis un beau jour, l'homme mystérieux disparaîtrait avec sa mallette et ne reviendrait jamais au casino. Mais ça aura été une espèce d'accroche pour d'autres scénarios. Ouais, c'est On ça, il pourrait retrouvera le cet homme retrouver. mystérieux, mais pas avec des planches à billets, mais avec de la drogue. Oui, Ouais, ou voir même peut-être cet homme mystérieux dans un scénario qui ferait suite. En fait, il a emmagasiné de l'énergie vitale, mais pas pour son propre compte à lui. Et dans un scénario futur, ce serait le bras droit d'un autre mec. Tu vois, et les personnages ouais, retomberaient dessus. ouais, 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 ça pourrait être ça aussi. Ou deuxième possibilité, donc soit c'est un premier scénario parmi d'autres, ou alors c'est un scénario one shot. Et dans ce cas-là, j'avais pensé à une espèce de boucle. C'est-à-dire que quand les 11h30 sonnent et que tout le monde sort du casino, alors certains sortiraient un peu en mode zombie, ceux qui ont emprunté de l'argent maudit 2 fois de suite, bon ben on va dire que ceux-là, quand ils sortent du casino, c'est un peu des zombies, ils vont au monastère, etc. Euh, et avoir une espèce de boucle, tu vois, où au bout d'un moment tu serais un peu coincé dans ce casino, quoi. Le casino ferme et c'est le trou noir. Et puis ça recommence quand le casino est ouvert, toi, et tu te retrouves à la table de jeu en train de jouer. Enfin, Un peu comme un jour sans fin, quoi. un truc un peu comme ça, ouais. Et du coup, là, il faudrait vraiment, il y aurait une espèce d'attrition à la santé mentale qui te forcerait à sortir de la boucle. Mais encore une fois, là, j'ai pas trouvé encore de comment ça pourrait se résoudre. Alors, en tuant l'homme mystérieux, ce qui me paraît un peu simple, en réussissant à convaincre les autres gens d'arrêter de jouer, puisque c'est ça qui nourrit la bête, en fait. Là, j'avoue que j'ai pas assez réfléchi. Je sais pas trop comment Ouais, le c'est pas peaufiner. évident, ouais, d'arriver à trouver une résolution. Non, peut-être le mieux, effectivement, c'est de le concevoir comme la première partie d'un finalement quelque chose qu'ils subissent. Tu vois, une première partie où en fait ils subissent, mais il n'y a pas vraiment de résolution. Et puis, bizarrement, au bout d'un moment, le phénomène s'arrête, l'homme mystérieux T'arrêtes, ouais. disparaît. Et après, tu vas rebondir sur une deuxième, la suite, en fait, Hmm. quelques mois plus tard, avec une deuxième intrigue où ils vont avoir l'occasion de recroiser le fameux homme et de comprendre un peu pourquoi il a été emmagasiné comme ça de la réserve d'énergie vitale. Ouais, je trouve que ça serait à la limite, ça serait peut-être un peu le gâcher, puisque d'avoir voilà, à la fin on bute l'homme mystérieux et c'est fini. Je pense que ça appauvrirait un peu cette sensation un peu de mystère, Bah, c'est ça. de Comme là, rêve, moi je réalité, trouve que voilà. ton scénario il tourne et c'est très bien, hein, mais il tourne énormément sur l'ambiance. Tu vois, il est très fort au niveau de l'ambiance et justement du truc un peu mystérieux où les joueurs perdent pied. Je pense qu'il faut y aller. Moi, je serais toi, je mettrais les curseurs à fond À et fond je dirais à là-dessus. fond, à savoir les joueurs ils perdent pied et du coup, bah, il n'y a pas de résolution parce que les joueurs ils perdent pied. Tu Ouais. vois. Et d'amener la résolution dans une seconde partie. Soit tu vois, il faut envisager le truc comme beaucoup plus gros et il y a une deuxième partie, soit un deuxième scénario où là c'est différent. Et là, c'est plus de l'enquête, tu vois. Il Oui. faudrait même, si tu fais ça, tu peux même t'arranger pour dans la première partie, au milieu des scènes d'ambiance mystérieuses, dès lors que tu auras travaillé sur la deuxième partie, donner des indices, tu vois, qui sur le coup vont encore plus plonger les personnages dans le mystère, mais qui dès qu'ils vont commencer la deuxième partie du scénar, ils vont pouvoir commencer à assembler les pièces du puzzle. Et des indices qui pourront leur servir à la résolution plus tard. C'est ça. Mais au moment où tu leur donnes dans la première partie, en fait, c'est un truc qui va encore plus tu vois, les interloquer et les noyer dans le mystère, quoi. Mhm. Mhm. Ouais, c'est pour ça que j'ai changé du scénario one shot à plutôt une intro de quelque chose, parce que je trouve que si ouais, comme tu dis, si tu mets tous les curseurs à fond sur l'ambiance, eh ben, il vaut mieux ouais, se concentrer là-dessus, même si à la fin de la session, bah, les joueurs n'ont rien résolu du tout,
Mais vu que t'as mis l'ambiance à fond avec des bonnes musiques et tout, des trucs chelous, eh ben ils auront quand même, je pense, passé un bon moment. Oui, ouais, c'est clair. C'est clair. Après, ce qu'il faut, c'est être faire et leur donner la possibilité dans une suite qu'il y ait une possibilité de résolution. Ouais. Tu vois, dans une deuxième partie, parce que là, sinon, ça peut être trop frustrant. Encore que moi, je pense que l'appel est un jeu qui peut se prêter à ça, hein, finalement, où comme c'est un jeu quand même où les joueurs subissent beaucoup, Ouais. plus que dans d'autres jeux, tu peux envisager des scénarios où tes joueurs ne font que subir. Tu vois, enfin, Oui, c'est ce que je te disais un peu par rapport au film là, Résolution et c'est des films dont je alors te j'ai pas, parlais. ouais, tu m'en as parlé. J'ai pas malheureusement pas eu le temps de les visionner là depuis la semaine dernière, mais je manquerai pas de le faire. Et donc tu voulais dire à propos de ces films? Bah oui, non, mais des films qui essayent un peu de mettre en scène des entités à la Cthulhu, enfin, c'est même clairement inspiré du mythe de Cthulhu, mais finalement, l'entité, tu la vois pas trop et il y a une espèce de fatalité qui fait que à la fin du film, tu n'as pas, voilà, t'as pas un générique de fin avec des héros victorieux. Ça s'arrête un peu sur, pas sur une frustration, mais sorte d'échec face à une force qui dépasse les personnages. Et c'est Ah ça bah en fait la philosophie de Cthulhu, quoi. ouais, Donc c'est ça. pourquoi Moi pas je trouve que c'est ça qui colle le plus à la philosophie de Cthulhu, hein. Et c'est pour ça que ouais, d'ailleurs ça pose une bonne ton, ta construction de scénar là, elle pose une bonne piste de réflexion. C'est, enfin, Cthulhu, c'est pas Cops, tu vois, c'est pas que un jeu d'enquête où on doit résoudre l'enquête à la fin. Enfin, moi, je le vois pas comme ça. Hmm. Donc peut-être qu'effectivement, il y a des scénarios qui pêchent, tu vois. Si on prend cette grille de lecture, on peut considérer qu'il y a des scénarios qui pêchent parce qu'ils veulent trop amener à une résolution, alors qu'en fait, Cthulhu, il t'amène plus vers... théoriquement, tu dois avoir plus de problèmes à résoudre à la fin qu'au début, ou des problèmes plus gros, ou plus de problèmes, Ouais, ouais, ouais. tels que doivent être conçus les scénars. Et peut-être que finalement, l'erreur qu'on est tenté de commettre quand on écrit des scénars, c'est de raisonner avec une grille, tu vois, de jeu de rôle autre, plus Avec une plus victoire à la fin, quoi. voilà, on confronte les PJ à de l'adversité et en même temps, on prend bien soin tout le long du parcours qu'ils aient une chance de s'en sortir pour mener à bout le scénario. Et peut-être c'est une erreur. Peut-être c'est Alors, une erreur. moi j'avais pensé à avoir un peu d'adversité quand même, mais sous la forme de fausses pistes. C'est-à-dire qu'il y aurait, si tu veux, il y aurait dans ce casino, il y aurait un petit trafic d'alcool, il y aurait, tu vois, il y aurait quelque chose, Oui, des petites voilà, scènes d'action à se mettre sous la dent. voilà, en On fouillant suit, on suit tel mec, on et découvre. en fouillant, en suivant tel mec, etc. Il pourrait du coup découvrir la machine à billets. Mais c'est pas ça le, c'est pas ça le fond de l'histoire, quoi. Mais ouais, histoire de caser peut-être une petite scène d'action ou de les immerger sur un autre plan. Mais à la fin, il faut que ce soit cette ambiance et cette impression de mystère qui prévalent pour le scénar, ouais. Ouais. Et c'est marrant que tu aies construit ça avec ces éléments, parce que moi j'avais pensé, alors rien à voir, hein, pas du tout à cette occasion-là, mais j'avais déjà réfléchi à essayer de faire un scénario de Cthulhu, où en fait au départ tu as un peu comme dans ton scénar là que tu dis, deux états, à savoir un état, l'état normal entre guillemets, la vraie vie des PJ, machin, tout ça, et une partie d'autres moments où les personnages sont plus ou moins dans des rêves, mais des rêves tellement forts et dérangeants que en fait ça s'apparente à la réalité pour eux au moment où ils sont dans le rêve, tu vois, Ouais, un peu ouais. comme d'ailleurs quand on te présente le monde du rêve dans l'appel, quoi, tu vois. Mais construire le truc et dire qu'en fait, l'idée, c'était que au bout d'un moment, les personnages sont tout simplement incapables de savoir s'ils Ah oui, sont, tu vois, dans la réalité ou ouais. s'ils sont dans le rêve. Et que petit à petit, euh, tu joues.
enfin le maître de jeu, il joue avec les mécanismes, puisqu'on n'emploie pas tout à fait les mêmes mécanismes de jeu dans le monde du rêve ou dans le monde pas du rêve, tu vois, que petit à Ouais, petit, tu fasses du flou là-dessus, dans les règles hein, et dans les mécaniques, ce qui ouais. fait qu'au bout d'un moment, tu les confrontes à la scène T plus 4, tu vois, à la scène 4, et les mecs là, ils savent plus. Ils savent Ouais, plus. ouais, En ouais, rêve, on est dans la réalité, tu vois, et arriver à provoquer ça chez le joueur, tu vois, juste pour explorer ce que ça pourrait donner en termes d'expérience pour les joueurs, de roleplay, ah bah, euh, là, voilà. c'est perte de santé mentale du joueur, là. Pas nécessairement, parce que bon, le mec, il sait quand même qu'il est toujours autour d'une table de jeu de rôle, tu vois. Mais de plus de savoir si pour son personnage, c'est un monde complètement fantasmé, ou si pour son personnage, c'est la réalité de son personnage. Bon, tu vois, et je pense qu'il y a moyen hein, de creuser cette idée-là à travers Ouais, je trouve que c'est un bon ressort, ça, la perte de réalité. Ou en plus, ça va bien avec le thème de la folie, hein, puisque finalement, la folie, c'est ça, hein, c'est que, enfin non, Et c'est oui, pas que c'est ça. Le c'est mec un qui est peu en rapport persuadé, avec la réalité, quoi. T'as une, voilà, c'est ça. Le mec qui est persuadé d'être Jeanne d'Arc, tu vois, il est persuadé d'être Jeanne d'Arc, Hmm. mais dans sa vie de tous les jours. Donc voilà, mais ça pourrait être intéressant. Bah, en tout cas, ouais, Bah, pareil. il y a un scénario comme ça qui est pas mal. Enfin, c'est pas exactement comme tu dis de mélanger enfin de brouiller la frontière entre rêve et réalité, mais c'est avec le monde des ombres là, comment ça s'appelle? Ah, Euh, avec les 5 supplices. Un scénario bonus des 5 supplices. Non, 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 c'est un scénario, c'est un gros one shot. euh, Ah mince, comment ça s'appelle? Mais si tu veux, il y a cette idée qu'il y a un monde parallèle euh, qui, pour une raison un peu obscure, enfin, se développe, hein, envahit un peu la ville. Et en fait, les gens qui basculent dans ce monde-là, leur corps reste dans la ville, dans la vraie réalité, mais ils voient plus, ils voient plus ou ils ne sentent plus ce qu'il y a autour d'eux. Donc ils peuvent se cogner dans les murs, se faire renverser par des voitures. Donc en gros, ils finissent comme des clochards, à bouffer des rats, à boire de l'eau de pluie, etc. Mais eux, leur sens, leur conscience, elle est dans un monde parallèle et qui se rapproche enfin d'Azathoth. Ah mince, comment il s'appelle ce scénario? Je l'ai fait jouer, il est vraiment pas mal. Parce que tu peux avoir à un moment du jeu un des personnages, un des PJ qui a basculé dans le monde pour aller retrouver quelqu'un sur lequel ils sont chargés de, enfin, une fille qui a été enlevée qu'il faut retrouver. Donc il la retrouve, mais elle est dans ce monde. Donc il retrouve un espèce de zombie, si tu veux. D'accord. Et à un moment, il y a un des PJ qui bascule dans ce monde-là, donc qui peut parler avec la fille, mais par contre, il voit plus ses copains, les autres PJ, donc ils sont obligés de les accompagner pour pas qu'ils se cognent dans les murs, pour pas qu'ils se fassent renverser par des voitures, etc. Ouais, je te le redirai, mais c'est un Ouais, peu la même thématique, quoi. c'est un scénar édité, quoi, un scénar du commerce. Ouais, ouais, un scénario du commerce, ouais. Ah, je C'est- vois pas du tout comme ça. euh, ouais, je vais regarder vite fait. J'ai fait un compte rendu, je crois, sur mon site. Mais vas-y, comble le vide en attendant. Non, mais combler le vide, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que ce qui est rigolo de voir qu'avec avec les idées, on a quand même eu des trucs un peu communs. Notamment mon personnage qui s'appelait Andrew Greed, le mec qui veut à tout prix faire fortune avec les faux billets, et que t'es basé ça toi aussi sur le côté cupidité au Ouais. départ dans tes péchés. Donc bon, je pense que c'est lié au côté casino et billets, tu vois. Je pense que c'est ça hein, qui nous a amené vers Ouais, ouais, ouais. vers ce côté-là. Donc voilà. Sinon, ce qui est pas mal, c'est que ça montre aussi qu'avec les mêmes éléments, on a deux types de scénarios Ouais, très pour le différents. reste, c'est assez différent, hein, parce que le monastère complètement différent, les cauchemars aussi complètement différents.
Oh, La puis même machine à le billets, scénar, toi, tu l'utilises bah, forcément pour faire des billets, mais pas dans le même. Toi, c'est pour vraiment pour faire de la thune. oui, ouais, c'est mon côté pragmatique, hein. Mais en fait, même surtout ton scénario est beaucoup plus sur l'ambiance, le mien est Ambiance. beaucoup plus sur l'enquête, tu vois. Ouais. C'est marrant, même en termes de style entre guillemets, d'options de scénario, on est parti sur des choses différentes. En tout cas, c'est une bonne, enfin, c'est un bon exercice. C'était plaisant à faire. Et puis la méthode aussi, c'est-à-dire que toi, que peut-être c'est plus sur l'enquête parce que tu as aussi, tu as dit, je commence avec une situation, crise de 29, j'analyse les conséquences, comment mes PJ se retrouvent, enfin se situent par rapport à ces conséquences, et donc ça leur crée une motivation pour survivre. Donc après, ça crée, alors tu as essayé en fait de créer un monde avec une logique et une logique pour les PJ dans ce monde-là. Alors que moi, je suis parti plutôt sur des, comme je t'ai dit au début, sur des films ou des inspirations que j'ai eues récemment, des Ouais. trucs qui m'ont marqué, et j'ai essayé de les plaquer, enfin de les faire se rencontrer avec les quatre éléments. Ouais, bah c'est pas mal, hein, les deux fonctionnent, je pense. Hein. Je Et pense que ouais. les deux. Mais je fais comme toi des fois aussi, hein, ça dépend vraiment Oui, de. moi aussi, hein, ça dépend des. Mais la situation, moi, je sais pas, quelque part, ça me rassure un peu de partir. De partir sur une situation qui est une situation de départ parce que voilà après elle évolue aussi avec ce qui se passe au cours du Sénat. Eh ben écoute, je crois qu'on a bien œuvré, qu'on a bien fait le tour de notre petit sujet pour le podcast de cette semaine et qu'on va pouvoir dire au revoir à nos auditeurs en leur souhaitant de bonnes parties de jeux de De rôle bons cauchemars. et de bons cauchemars, voilà, jusqu'au prochain podcast des choses sur le seuil. Eh bien, merci de nous avoir écoutés et au revoir à vous. Salut.